À Noël, ma sœur a dévoilé mes 27,9 millions de dollars, puis mes parents ont exigé que je la finance. Le soir même, je suis parti. Bonjour, je suis Odélie, et la veille de Noël, ma sœur a levé son verre et a révélé ma fortune de 27,9 millions de dollars comme s'il s'agissait d'une anecdote de soirée. La pièce s'est figée. Puis sont venues les questions non pas sur mon bien-être, non pas sur la manière dont j'y étais parvenu, juste des exigences, directes, et hontées, concernant le financement de ses rêves, de son bébé, de son avenir. J'étais assise là, coincée dans la maison de mes parents, et j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient jamais célébré, ils n'avaient fait qu'attendre leur jour de paix. Et cette nuit-là, je leur ai fait un cadeau auquel ils ne s'attendaient pas. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelle est la chose la plus cruelle que votre famille vous ait jamais faite? Laissez-le en commentaire. Vous ne croirez pas comment cela se termine. Je suis arrivé dans l'allée avec 5 minutes de retard, mais la maison était déjà illuminée comme si elle attendait des invités depuis des heures. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir des silhouettes entrer et sortir du cadre, les bras levés en riant, les verres s'entrechoquant. J'ai pris une inspiration avant de sortir de la voiture, mes talons s'enfonçant légèrement dans le gravier humide. Noël chez mes parents à Winston-Salem n'avait pas changé, même lumière de Porsche, même couronne, même froid à l'intérieur. La salle à manger était déjà pleine, chaque siège occupé sauf celui juste à côté de la porte battante de la cuisine, d'où des bouffées de vapeur s'échappaient à chaque fois qu'elle s'ouvrait en grinçant. Même les enfants des cousins avaient de meilleures places. Je suis resté sur le seuil un instant de trop avant que mon père ne me fasse signe depuis le bout de la table. La voilà, dit-il. Prends une chaise, Odélie. Comme si une m'avait été réservée. Je me suis assise tranquillement, essayant de ne pas heurter le plateau de petits pains beurrés à côté de moi. Le pied de la chaise vacillait, instable. Je me suis stabilisé, j'ai lissé l'ourlet de ma robe puis j'ai essayé de me fondre dans la nappe en lin comme j'avais appris à le faire à 16 ans. J'étais la fille cadette, toujours la discrète pas vraiment par nature, mais par nécessité. Quand on grandit avec une sœur comme Soline, qui pouvait conquérir une pièce juste en rejetant ses cheveux en arrière ou en pleurant au bon moment, on apprend qu'il y a moins de place pour le silence. J'avais déménagé dans la baie de San Francisco il y a 15 ans, lancé une entreprise de biotechnologie, l'avais quittée, en avait construit une deuxième, l'avait vendue, en avait développé une troisième. Pourtant, quand je rentrais pour les fêtes, j'étais juste Odélie, celle qui n'appelait pas assez en fast time, qui envoyait des cartes cadeaux au lieu de se présenter au baby shower. J'ai siroté l'eau du verre à pied devant moi, la condensation laissait un léger cercle sur le tissu. Personne ne m'a interrogé sur la Californie, ni sur le travail, ni si je voyais quelqu'un, pas même par politesse, jusqu'à ce que Soline se lève. Elle a teinté sa cuillère contre sa flûte de champagne avec le genre d'élégance étudiée qu'elle seule pouvait réussir en portant une robe à $2000. Je veux juste dire, commença-t-elle, posant doucement une main sur l'épaule de papa, à quel point je suis reconnaissante que nous soyons tous réunis ici. L'année a été difficile pour certains d'entre nous, et je sais que tout le monde n'a pas pu venir, mais je trouve magnifique quand la famille se montre présente. Quelques tantes ont hoché la tête. Ma cousine Belle a pris une photo avec son téléphone. Mais savez-vous ce qui est fou? Le sourire de Soline s'est fait plus acéré alors qu'elle me jetait un regard. C'est comment quelqu'un qui ne dit jamais un mot à ses dîners, qui semble toujours si réservé, pourrait être assis sur près de 28 millions de dollars. Les fourchettes se sont figées en l'air, les verres se sont arrêtés à mi-hauteur. Elle a vendu son 3e brevet médical le trimestre dernier, ajouta Soline, d'un ton mielleux. J'ai cherché sur Google, déclarations immobilières, sorties d'entreprise, tout. Je veux dire, Odélie, pourquoi tant de discrétion? Mon pouls ne s'est pas accéléré. Mes épaules ne se sont pas haussées. Je l'ai juste regardé, puis j'ai regardé mon père, qui a cligné des yeux comme s'il avait mal entendu. La bouche de ma mère s'est ouverte avant qu'aucun son n'en sorte. « Attends, c'est vrai ?» demanda-t-elle finalement. Je n'ai pas répondu. « Nous aurions eu besoin de ton aide » dit mon père, sa voix basse mais portant loin. L'organisation à but non lucratif de Soline n'a toujours pas décollé. Elle essaie de faire le bien. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai baissé les yeux sur ma serviette. Il y avait une légère tache de sauce au canneberge. Ma mère s'est penchée en avant. Tu as toujours voulu te sentir incluse, n'est-ce pas? C'est peut-être ta chance. Tu pourrais aider ta sœur, nous aider tous. Quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la rage, pas encore, plutôt une chaleur montant derrière une porte fermée.
Ils n'ont pas demandé comment j'avais amassé cet argent, ni ce que cela m'avait coûté, ni si j'allais bien, seul à l'autre bout du pays la plupart des fêtes. Ils ont juste vu des signes de dollars et ont décidé que cela signifiait que je leur devais quelque chose. La famille soutient la famille, ajouta Céline. Nous contribuons tous là où nous le pouvons. Elle voulait dire que je devais contribuer là où elle ne le pouvait pas. J'ai de nouveau tendu la main vers mon verre d'eau. La glace avait presque fondu. En le soulevant, mon bracelet a capté la lumière en platine, discret, un cadeau que je m'étais offert le lendemain de ma deuxième vente, un rappel que je n'avais jamais eu besoin de la permission de quiconque pour réussir. J'ai bu une gorgée. Pourtant, je n'ai rien dit. Pas encore. Le silence du dîner n'a pas persisté, il s'est brisé comme toujours dans cette maison une fois les assiettes débarrassées et que quelqu'un a crié « Passons au cadeau ». Comme s'il nous sauvait tous d'un incendie. Les gens se sont dirigés vers le sapin, riant, se bousculant, prétendant que rien de gênant ne s'était passé à table. Je suis resté assise un moment, les observant. Mes mains sentaient encore légèrement l'ail rôti et le romarin. Finalement, je me suis levé et j'ai suivi. Le salon avait peu changé au fil des ans, même fauteuil en tartan délavé, même sapin surchargé de décorations dépareillées datant de trop d'époque. Les plus jeunes cousins déchiraient déjà leurs cadeaux, rubans et papiers volant comme des confettis. Ma mère distribuait les cadeaux rapidement, appelant les noms avec une gaieté mielleuse. Papa se tenait à l'écart, sirotant du brandy dans un verre qu'il n'utilisait que pendant les fêtes. Quelqu'un m'a mis une petite boîte dans la main. L'étiquette indiquait « Aucune écriture, aucune étiquette, aucune carte, juste la lettre O ». J'ai levé les yeux. Personne ne me regardait, pas même Céline. J'ai ouvert la boîte avec précaution, plus par habitude que par anticipation. Le papier de soie a bruissé. À l'intérieur, au fond, niché contre le coin, se trouvait un cadre en argent. Dedans, une photo, la famille, eux tous. C'était la remise des diplômes universitaires de Céline, un événement auquel je n'avais pas pu assister parce que je présentais un prototype à un panel d'investisseurs à Seattle. Mon absence n'avait pas été subtile à l'époque, et maintenant elle était littérale. Je n'étais pas sur la photo pas coupée, pas floue, juste pas là. Céline s'est légèrement tournée, attendant clairement une réaction. Nous avons pensé que c'était symbolique, dit-elle, souriant comme si elle me faisait une faveur. Tu es toujours si discrète de toute façon. Mais regarde, cadre en bois vintage. C'est du vrai noyer. Personne n'a ri. Personne n'a objecté non plus. Cela a empiré les choses. Je tenais le cadre fermement, mais mes doigts étaient tendus. Les bords s'enfonçaient dans ma peau, me rappelant que j'étais réel, même si je n'étais pas dans leur version de l'histoire. Et puis ça m'a frappé, Thanksgiving, il y a 10 ans. J'étais arrivé en avion à la dernière minute, en retard à cause d'un vol retardé. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, mais je voulais essayer. Quelqu'un m'avait tendu un album photo que Céline avait fait, un album de souvenirs de famille. Il avait une couverture en cuir et de petites notes écrites à l'encre dorée sous chaque photo. Chaque page les mettait en vedette, anniversaire, excursion au lac, bal scolaire, même des petits déjeuners pris sur le vif. Sur certaines photos, j'étais la main à moitié coupée, sur la plupart, j'étais complètement absente. Quand j'avais posé la question, Céline avait haussé les épaules. Tu es toujours en train de faire tes trucs de ton côté. Nous avons utilisé les meilleures photos que nous avions. J'avais souri, hoché la tête, posé l'album et n'en avais plus jamais reparlé. Je suis revenu au présent en clignant des yeux alors que papa gloussait devant quelque chose dans sa main, un autre cadeau, une tasse sur le thème du golf offerte par un cousin. Il a regardé par-dessus son épaule vers moi et a dit nonchalamment, comme s'il commentait la météo, « Tu as toujours été celle qui n'avait besoin de rien. Il est temps que tu donnes en retour. » Ce n'était pas cruel, c'est ça qui m'a touché. Ce n'était même pas censé piquer. Juste une croyance, comme la gravité, Odélie va bien. Elle s'en sort toujours. Elle n'a pas besoin de célébration, ni d'espace, ni de reconnaissance, juste d'argent. Et j'en avais donné. J'y ai repensé, le loyer de Céline il y a 3 ans quand elle se cherchait, entre 2 bourses d'études, la facture imprévue de l'opération de ma mère quand la demande d'assurance a été refusée, la réparation de la voiture de papa pendant la pire tempête de neige. Aucun d'eux n'avait demandé de l'aide devant les autres. C'était toujours chuchoté, toujours derrière une porte fermée, et toujours oublié. Il ne disait pas merci. Il ne s'en souvenait même pas. Il pensait juste, elle peut.
J'ai de nouveau baissé les yeux sur le cadre. Un filet de lumière a attrapé le coin du verre. Ma prise s'était resserrée sans que je m'en aperçoive. Il y avait maintenant une fine fissure, traversant la photo en diagonale, juste sur l'épaule de Céline. Personne ne l'a vue. Ils m'ont donné une photo, pensais-je, d'une famille dont je n'avais jamais fait partie, et m'ont demandé de financer la suite. J'ai reposé doucement la boîte sur le tapis à côté de moi. Ma main est restée dessus un instant de trop. La fête continuait. D'autres cadeaux ont été échangés, d'autres verres ont été versés. Le sapin brillait, chaleureux. Mais j'étais assise là, encadrée, silencieuse, fissurée. Au moment où tout le monde s'était retiré dans sa chambre et que la maison était enfin tombée dans le silence, l'horloge du couloir a sonné minuit. J'ai monté lentement les escaliers, pieds nus, ne portant que la mince boîte contenant le cadre photo fissuré. Mon ancienne chambre. Rien n'avait vraiment changé. Le papier peint conservait encore un léger parfum de cèdre mélangé au parfum vintage de ma mère rose et quelque chose de poudré. Quelques vieux albums de fin d'année étaient encore appuyés contre l'étagère, et le tableau en liège sur le mur portait des punaises délavées mais aucune photo. J'ai posé le cadre sur le bureau, puis je me suis assise sur la chaise que je n'avais pas touchée depuis des années. J'ai ouvert le tiroir du bas. Ce tiroir était ma capsule temporelle, vieux bulletin scolaire, stylo desséché, une balle anti-stress fissurée que j'utilisais pendant les semaines d'examen à l'université. Mais rangée au fond, sous un dossier intitulé « Bourse d'études », se trouvait une enveloppe pliée. Je savais exactement ce que c'était avant de la toucher. Il y a 5 ans, j'avais écrit une lettre à mes parents. Je me souviens de cette nuit-là, assise dans mon appartement, épuisée après avoir aidé Céline à rembourser son 3e prêt impayé de la start-up de bien-être qu'elle avait mené à la faillite. Je n'ai jamais envoyé la lettre. Je ne l'ai même pas cachetée. Mais je l'ai gardée. J'ai déplié les pages, les bords légèrement gondolés. Je suis fatigué d'être l'échafaudage qui soutient une maison où personne ne me laisse vivre. C'était la première ligne. À l'époque, j'avais craint que cela ne paraisse amer, dramatique, comme dirait maman, généralement juste avant de rejeter quelque chose qui comptait vraiment. Mais ce soir, cela semblait presque trop doux. Je me suis penché en arrière, posant la lettre contre mon genou. Mon esprit s'est égaré vers un couloir de dortoir des années auparavant, Céline pleurant dans son téléphone, quelque chose à propos d'une erreur de facturation. Son aide financière n'avait pas été traitée, et elle allait perdre ses cours. J'avais 22 ans, je travaillais de nuit dans un laboratoire de recherche universitaire tout en étudiant pour mes MSAT. J'avais utilisé ma carte de crédit au maximum pour couvrir ses frais de scolarité. Papa avait dit que c'était la bonne chose à faire. Tu es plus âgé, m'avait-il dit. Elle se cherche encore. Mais je n'étais pas beaucoup plus âgé, juste de 2 ans, et on attendait déjà de moi que je la porte, même à l'époque. La lettre dans mes mains semblait plus lourde. Mes pensées ont de nouveau dérivé, cette fois vers 2014. Notre mère s'était effondrée au travail ou le stress, disait-il, ou peut-être un problème de thyroïde. J'étais à une réunion d'essais cliniques à l'autre bout du pays. Je n'ai même pas pu me rendre à l'hôpital, mais j'ai viré l'argent pour l'opération que l'assurance ne couvrait pas. Et à chaque dîner depuis, quand elle parlait de la façon dont mes filles étaient là pour moi, elle regardait Céline. Toujours Céline. Parce qu'elle s'était assise à son chevet, parce qu'elle avait apporté des fleurs. Peu importait que la facture s'éleva à $7,800, et que j'en avais payé $6,200. J'ai regardé à nouveau la lettre sur mes genoux. Pendant 5 ans, j'avais eu peur de l'envoyer, peur de ce qu'elle pourrait ruiner. Mais je commençais à voir que tout s'était déjà fracturé. Un léger bruit dans le couloir m'a fait sursauter. Des pas, puis un murmure à travers la porte, léger et désinvolte, comme si rien ne s'était passé plus tôt. Et, dit Céline. Tu sais qu'ils vont bientôt te parler d'Aspen, de la cosignature de la maison. Dis juste oui maintenant, ce sera plus facile. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas bougé. Mais quelque chose a cliqué en moi. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas du choc. C'était comme une serrure qui tournait en moi, lentement et délibérément. Je me suis levé et me suis dirigé vers ma valise, j'ai sorti mon ordinateur portable, me suis rassise au bureau et j'ai ouvert QuickBooks. Le dossier était toujours là, dépenses familiales 2010 à 2023. J'ai cliqué ligne après ligne. $2 800, prêt d'urgence, non remboursé.
$3100, retraite de Soline au Costa Rica pour clarté mentale. $4600, séance de thérapie de maman. $9200, remplacement de la voiture de papa après l'accident. $23 000, absorption de la dette de l'entreprise de Soline. $7800, quote-part de l'opération. $2500, sauvetage pour l'erreur fiscale de l'oncle Gérard. $2200, frais funéraires pour grand-mère, partagés entre les frères et sœurs, seul moi est payé. Faire défiler, faire défiler, faire défiler. Tout en bas, en gras, 0 reconnaissance. J'ai fixé ce chiffre. On ne réalise pas à quel point c'est froid jusqu'à ce que votre amour soit transformé en comptabilité. Il y a quelque chose d'étrange à se souvenir de sa générosité dans des feuilles de calcul. Cela donne l'impression que l'amour est détaillé. Le sommeil n'est jamais vraiment venu. Je suis resté allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond sombre, tandis que la faible lumière du couloir filtrait sous ma porte. Finalement, le froid m'a fait lever. J'ai enfilé un vieux sweatshirt et je suis descendu. Dehors, devant les fenêtres, la neige était immaculée, blanche, silencieuse, parfaite. À l'intérieur, c'était tout sauf ça. La cuisine sentait la cannelle et le pain grillé brûlé. Ma mère se tenait près du comptoir, versant du café dans sa tasse à fleurs préférée comme si c'était un jour ordinaire, comme si la veille n'avait pas eu lieu, comme si mes relevés bancaires ne résonnaient pas plus fort que sa voix ne l'avait jamais fait. Elle ne m'a pas salué, n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Je me suis versé de l'eau du réfrigérateur, le silence entre nous plus épais que la vapeur qui montait de sa tasse. Des pas ont suivi quelques secondes plus tard. Soline est entrée, déjà entièrement maquillée, pas un cheveu de travers. Elle a posé un bloc-notes jaune sur le comptoir devant moi. En haut, on lisait « Planification familiale 2024 ». En dessous, écrit à la main au stylo gel bleu, point, proposition d'hypothèque Aspen, Odélie. Je l'ai regardée. Elle beurrait un bagel. Tu as écrit mon nom, dis-je doucement. Elle n'a pas levé les yeux. Ils vont en parler aujourd'hui. J'ai juste pensé te préparer. J'ai tenu le bloc-notes un instant, mon pouce appuyé fort contre le bord. Me préparer, répétai-je, plus lentement cette fois. C'est toi qui es doué avec l'argent. Tout le monde le dit, ajouta-t-elle, me regardant enfin avec un demi-sourire. Allez, c'est ta chance d'avoir un réel impact. Les mots se sont installés au creux de mon estomac. De la table, ma mère intervint en remuant de la crème dans son café, tu as toujours été doué avec les chiffres, Odélie. C'est peut-être ta façon de contribuer, puisque tu n'es pas aussi présente. Pas présente. Pas présente? J'avais payé pour leur présence tout en disparaissant à la vue de tous. J'ai failli rire, pas le rire amusé, celui qu'on laisse échapper quand on se tient au-dessus de sa propre tombe. Puis vint le froissement familier d'un journal. La voix de mon père suivit, à moitié enfouie derrière la première page, ne faisons pas de ça un autre de tes épisodes. Cela m'a stoppé net. Je n'avais pas pleuré devant eux depuis 2012, quand j'étais arrivé aux funérailles de grand-mère en blouse médicale, après avoir conduit toute la nuit après un double service. Ils avaient dit que je faisais du cinéma, quand je m'étais excusé à mi-chemin de la réception. J'ai plié le bloc-notes et l'ai rendu à Soline. Vous voulez que je co-signe pour Aspen, dis-je. Mais aucun de vous n'a même reconnu ce que j'ai déjà donné. Ma mère a soupiré et a pris un croissant. Nous donnons tous de différentes manières, ma chérie. Mon père a baissé le journal juste assez pour ajouter, tout n'est pas une question de tenir les comptes. Soline s'est appuyée sur le comptoir avec un sourire désinvolte. Honnêtement, Odélie, tu rends tout si lourd. Tu as toujours été comme ça. Lourde. Invisible, mais lourde. Je suis resté là un instant de plus, puis je me suis retourné et suis remonté sans un mot de plus. La semelle de mes chaussettes ne faisait aucun bruit sur les escaliers recouverts de moquettes. J'ai fermé doucement ma porte derrière moi et me suis rassise au bureau. Le document était toujours ouvert sur mon ordinateur portable, ligne après ligne d'amour détaillé. J'ai cliqué sur imprimer. Une fois que l'imprimante a cessé de bourdonner, j'ai glissé les papiers dans une enveloppe propre et j'ai écrit en travers de la face avant, si je ne suis pas vu, au moins je serai lu. Je l'ai tenu une seconde, puis je suis redescendu. Le salon était encore calme. Personne n'était encore entré. La cheminée était sombre, les chaussettes de Noël molles et oubliées. Je me suis dirigé vers la cheminée. Il y avait une photo encadrée là, le mariage de Soline,
pris il y a 5 ans. Tout le monde souriait. J'y étais techniquement, tout au bout, à peine visible, à moitié coupé par une plante décorative. J'ai placé l'enveloppe à côté du cadre, l'ai redressée, et je suis parti. Je n'étais pas venu ici pour déclencher une guerre, mais parfois ce que vous aimez vous accule à devenir le feu. Céline a frappé une fois, puis a entrouvert ma porte sans attendre. Papa veut parler de certaines choses, dit-elle, comme si de rien n'était. Sa voix flottait nonchalamment, trop nonchalamment considérant qu'elle portait encore le maquillage de la veille et ce sourire entendu. J'ai remis le fichier QuickBooks dans mon ordinateur portable et j'ai refermé le couvercle. Des choses, répétai-je en me levant lentement. Bien sûr. En bas, le salon avait été réaménagé comme si nous nous préparions à une négociation. Mon père était assis en bout de table basse, les épaules carrées comme s'il présidait une réunion du conseil d'administration. Ma mère était perchée sur la coudoir, sa main reposant doucement sur le dos de Céline. Céline tenait son thé à 2 mains, les yeux fixés sur moi. Personne ne m'a offert de siège. Je suis resté debout de toute façon. Papa s'est éclairci la gorge. Ne tournons pas autour du pot. Cette maison sera à toi un jour, Odélie, une pause, trop longue, mais pour l'instant, ajouta-t-il, Céline et son bébé ont besoin de soutien. Et nous sommes tous d'accord que ce qui compte, c'est d'aider la famille. J'ai jeté un coup d'œil au ventre de Céline. Elle ne montrait encore rien, pas visiblement, mais le moment était opportun. Maman intervint, sa voix aussi douce qu'un argumentaire marketing, pense Y comme un acompte sur ton héritage. Ta contribution maintenant fait de la place pour l'avenir de la famille. Héritage, répétai-je à voix basse. Puis plus fort, c'est une façon de voir les choses. Papa se pencha en avant. Nous voulons juste nous assurer que tout le monde est pris en charge. Tu as les ressources. Et Céline, elle est à un tournant. Céline hochait la tête comme une poupée à tête branlante. Vous voulez dire que j'ai de l'argent, dis-je d'un ton égal. Et Céline a des besoins. Le sourire de maman vacilla. Eh bien, nous ne le disons pas comme ça. Nous disons juste que tu as déjà tellement reçu, ma chérie. Vraiment, demandai-je. Elle parut soulagée que j'ai ouvert cette porte. Tes frais de scolarité, cet ondat d'occasion que nous t'avons donné pour tes études de médecine, le voyage à Paris pour ta remise de diplôme. J'avais 22 ans, l'interrompis-je. Tout ce que vous avez mentionné s'est passé avant que je sois assez âgé pour louer une voiture. Mon père croisa les bras. Tu n'aurais même pas ce que tu as maintenant sans nos sacrifices. Céline parut amusée. Franchement, Odélie, nous savons tous que tu as eu un coup de pouce. Je me suis dirigé vers la cheminée sans un mot, j'ai pris l'enveloppe, j'ai pris mon temps. Puis, à la vue de tous les trois, j'ai déplié les pages. Mes contributions à cette famille, par année, commençai-je, ma voix calme, stable, trop égale pour le pouls qui battait dans ma poitrine. 2011, facture vétérinaire de Céline, $3200. 2014, déficit de l'opération de maman, $7450. 2016, acompte sur la propriété d'Aspen, $25 000. Je n'ai pas fait de pause pour créer un effet. Je n'ai pas haussé la voix. 2019, privilège fiscal de papa, $18 000, réglé discrètement. 2021, prêt de démarrage de Céline, $23 000. J'ai levé les yeux. Personne ne parlait. Je n'ai pas demandé de remerciement, dis-je. Je n'ai jamais envoyé de facture. Mais ne restez pas assis là à prétendre que je n'ai rien fait juste parce que je ne l'ai pas présenté comme une faveur. Mon père avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé le souffle. Ma mère cligna des yeux, puis ajusta rapidement sa robe de chambre comme si elle avait besoin de contrôler quelque chose. Mais Céline leva les yeux au ciel. Tu gagnes de l'argent grâce à des investissements, Odélie. Ce n'est pas la même chose que de lutter. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir peur de ne pas pouvoir nourrir un bébé. Je l'ai fixé. Non, mais je sais ce que c'est que de mourir de faim émotionnellement dans une maison pleine de gens qui pensent que le silence est loyauté. Il ne comprenait pas. Ou peut-être qu'il comprenait et s'en fichait. J'ai baissé les papiers et pris une profonde inspiration. J'ai vu le brouillon du testament dans ton tiroir, maman. Elle tressaillit, très légèrement, mais c'était suffisant. Mon nom n'y figure plus. Le silence qui suivit parut abyssal. La bouche de papa s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Céline ne prit même pas la peine de cacher son sourire narquois cette fois.
J'ai reculé, pliant à nouveau les papiers, les glissant dans la poche de mon manteau. Vous n'avez pas à expliquer, dis-je. J'ai déjà réécrit ce que je pensais savoir. J'ai attrapé mon sac sur la rampe d'escalier, j'ai enfilé mon manteau. Personne n'a bougé pour m'arrêter jusqu'à ce que, ne fais pas ça, dit sèchement mon père, la voix basse et menaçante. Tu regretteras d'avoir brisé la famille. Je me suis retourné à la porte. Vous l'avez déjà fait, répondis-je. J'ai juste fini par le remarquer. Puis je suis parti. Le lendemain matin, je n'ai pas frappé. Je suis entré par la porte de côté, des documents dans mon sac, mes talons claquant sèchement contre le carrelage, mon manteau toujours boutonné contre le froid. Je me suis assuré que le bruit de mon entrée était assez fort pour être entendu. Céline a levé les yeux de sa place à l'îlot de cuisine. Elle sirotait quelque chose de vert avec une paille en verre et arborait ce demi-sourire suffisant qui apparaissait toujours quand elle pensait avoir gagné. Tu es revenu à la raison, dit-elle, levant à peine les yeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé mon sac sur le comptoir et l'ai ouvert calmement, délibérément. Je suis venu, dis-je en sortant le premier dossier, récupérer ce qui m'appartient. Cela a attiré son attention. De la pièce de devant, la voix de mon père a retenti, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ne vous inquiétez pas, répondis-je sans me retourner. Je vais tout expliquer. J'ai fait signe à l'homme qui se tenait derrière moi, mon avocat. Il était silencieux, la cinquantaine, les cheveux plaqués en arrière, les lunettes embuées par le froid. Il n'a pas parlé avant que je lui tende le premier dossier. Marin, dit-il en s'adressant formellement à Céline. Ceci contient des dossiers montrant que vous avez illégalement transféré des fonds du trust de votre sœur vers un compte joint sous de faux prétextes, à son insu. Céline se raidit. De quoi parlez-vous? Je n'ai pas. Il continua, feuilletant les pages. Point 2. Dette de carte de crédit contractée à titre posthume via un compte professionnel partagé qui listait Odélie comme garante principale. Plus de 37 000 $ de dépenses non autorisées. Mon père intervint alors, sur un ton exigeant, où avez-vous eu ça? Mon avocat répondit calmement, virement bancaire, enregistrement d'autorisation numérique, et ceci, il brandit un document signé, a été déposé sous votre adresse IP, monsieur. Le visage de papa pâlit. Et j'ai déposé des plaintes formelles pour usurpation d'identité, dis-je. Vous recevrez les lettres cette semaine. Ma mère était apparue aussi maintenant, toujours en robe de chambre, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle n'avait pas encore décidé quelle version d'elle-même présenter, mère inquiète ou matriarche outragée. Je lui ai tendu une enveloppe séparée. Celle-ci est pour vous. Elle l'ouvrit lentement. Ses yeux parcoururent le document, puis sa main tressaillit. Cette maison, dis-je, m'appartient légalement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Vous l'avez refinancée il y a 3 ans en utilisant mon entreprise sans consentement. C'est de la fraude, maman. Fédérale. Tu ne ferais pas ça, siffla Céline, sa voix se brisant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai déjà fait. Un silence si lourd tomba qu'on pouvait entendre le réfrigérateur bourdonner derrière nous. Le visage de Céline changea, la défiance s'effondrant en désespoir. Ses yeux s'emplirent de larmes, et avant que je puisse reprendre mon souffle, elle se leva et se jeta en avant. Tu es ma sœur, dit-elle, ses bras tendus vers moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous déchire pas. J'ai reculé. Tu m'as appelé un distributeur automatique ambulant à Thanksgiving, tu te souviens? Ma voix était basse, claire. Tu as dit aux gens que je ne faisais que signer des chèques. C'était une blague. Non, l'interrompis-je. C'était la première chose honnête que tu aies dite depuis des années. Ma mère serra plus fort l'enveloppe, toujours sans parler. Mon père passa une main dans ses cheveux clairsemés et marmonna quelque chose que je n'ai pas saisi. Je me suis retourné, j'ai pris le dernier dossier de mon sac, me suis dirigé vers la table de la salle à manger et l'ai posé doucement, juste sur le centre de table de fête. Personne n'a suivi. À l'intérieur du dossier, copie de chaque courriel, virement bancaire, preuve de la fraude par virement, capture d'écran de carte de crédit, privilèges fiscaux de l'IRS. Et sur la première page, une note manuscrite, ceci était mon dernier dépôt dans vos vies. Ne le dépensez pas tout en une seule fois. Alors que je me tournais pour partir, personne ne m'a arrêté. J'ai ouvert la porte moi-même, suis sorti dans le froid et l'ai refermée derrière moi au pas doucement, pas gentiment. Le son a résonné plus fort que tout ce que j'avais jamais dit dans cette maison.
Je n'avais même pas enlevé mon manteau quand le premier message vocal s'est déclenché. Et, Odélie, c'est Barry de Maro Venture. Je viens, de recevoir quelques messages. Avez-vous vraiment falsifié des documents fiscaux? On parle d'un audit. J'ai besoin de clarté. Je suis resté là, au centre de mon salon, fixant mon téléphone comme s'il venait de se transformer en arme. Un autre message vocal s'est enclenché. Odélie, rappelle-moi immédiatement. Ça ne peut pas être vrai, mais les investisseurs sont nerveux. Quelqu'un a dit que tu avais détourné de l'argent. Ma poitrine s'est serrée. Je suis allé à la cuisine, j'ai posé le téléphone et je me suis versé de l'eau avec des mains qui ne cessaient de trembler. Une douzaine d'autres messages ont suivi, des variations sur un même thème, hésitation, accusation, doute. Puis est venu le courriel, transféré par un collègue. L'objet indiquait, pour info, source anonyme. Le message comprenait des captures d'écran, de faux en-tête utilisant le logo de mon ancienne organisation à but non lucratif, des affirmations selon lesquelles j'avais volé l'organisation. En pièce jointe, un fichier intitulé « Audit IRS 2023 », clairement falsifié, bâclé, mais crédible pour un œil non averti. Et l'expéditeur? Pas de nom, juste une adresse Gmail aléatoire, mais la signature sentait le déjà-vu. C'était le genre de gâchis que seuls Céline et ma mère auraient pu concocter ensemble, des mots doux, polis, de petites phrases passives-agressives comme « c'est tragique quand quelqu'un d'aussi doué déraille ». Cet après-midi-là, ma publiciste m'a envoyé un texto « Tu fais le buzz sur un podcast d'affaires. Céline a dit que tu avais des difficultés émotionnelles depuis des années. » Je me suis assise lentement. Ils réécrivent à nouveau ma vie, ai-je murmuré. Ce n'était pas juste une atteinte à ma réputation, c'était stratégique, coordonné. Cela portait l'empreinte de deux personnes qui avaient toujours su comment me faire douter de moi-même et voulaient maintenant que tout le monde le fasse aussi. À 15 heures, un autre message est apparu sur le Slack interne de mon organisation à but non lucratif. Quelqu'un avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Les mots « transition de direction » étaient signalés dans une capture d'écran qu'un de mes anciens coéquipiers m'avait envoyée. Le nœud dans mon estomac s'est transformé en chaleur. Céline avait pris mon silence pour une invitation. Elle s'était immiscée dans le seul endroit que j'avais gardé sacré à notre organisation à but non lucratif d'enfance et m'avait dépeinte comme instable. Encore une fois. Je n'ai pas répondu à l'invitation à la réunion du conseil d'administration. Je me suis présenté. La salle de conférence était vitrée, avec des chaises beiges disposées en un demi-cercle soigné. Je suis arrivé 5 minutes après qu'ils aient commencé, tenant un mince dossier noir. Les yeux de Céline se sont agrandis dès qu'elle m'a vu. Oh, dit-elle en époussetant un duvet invisible de son chemisier. Nous ne nous attendions pas. Je n'ai pas parlé, je me suis juste dirigé vers la table. La pièce s'est calmée alors que je posais le dossier, l'ouvrais. À l'intérieur, une copie de l'audit falsifié, des courriels tracés jusqu'à l'adresse IP de mon père, une chronologie des fonds détournés du compte de mon organisation à but non lucratif vers le fonds d'urgence de la fondation de Céline, et une lettre adressée au conseil d'administration. Si vous tentez de m'effacer à nouveau, je traînerai toute cette tablée en pleine lumière. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de pleurer. J'ai juste regardé les visages autour de moi, des gens avec qui j'avais travaillé, que j'avais mentoré, certains que j'avais aidés dans leurs moments les plus difficiles. Ils ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. Céline s'est éclairci la gorge. Ceci est sorti de son contexte. J'ai fait glisser une clé USB sur la table. Voilà le contexte. Personne n'a parlé. J'ai quitté la réunion sans dire au revoir, j'ai conduit chez moi les fenêtres baissées même si l'air était glacial. J'en avais besoin pour rester éveillé, car pour la première fois, j'ai réalisé jusqu'où ma propre famille irait pour me faire taire. Je suis entré chez moi juste après le coucher du soleil. La maison était encore calme. J'ai branché mon téléphone pour le charger et je me suis lavé les mains, essayant de rincer le poids de cette journée de ma peau. Puis le téléphone a vibré. Numéro inconnu. Texte seulement, tu aurais dû rester la silencieuse. Prépare-toi. L'enveloppe était mince, jaune pâle, pliée trop soigneusement pour quelque chose d'aussi absurde. C'était le genre que le bureau de location distribuait lorsque votre colis avait été signé ou lorsque votre loyer était en retard. Mais ce n'était pas ça. La concierge me l'a remise comme si c'était juste une autre note du mardi. Ceci est arrivé en recommandé ce matin, dit-elle, sans me regarder dans les yeux.
Je l'ai prise, l'ai ouverte, et à la seconde où j'ai vu l'entête, ordonnance restrictive, j'ai dû m'asseoir. Déposée par ma propre mère. Elle stipulait, dans le jargon juridique le plus stérile, qu'il m'était interdit d'assister au prochain gala de Noël de la famille Marin, que ma présence était jugée, émotionnellement perturbatrice, potentiellement erratique, et, mon préféré, dangereusement vindicative. Le langage donnait l'impression d'avoir été rédigé par quelqu'un qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais, seulement ce que je pouvais donner. J'ai failli rire, non pas d'amusement, mais de l'épuisement total de la situation. Mon silence était leur plus grande peur, ai-je marmonné. À midi, Céline avait posté une vidéo. Elle portait du blanc, bien sûr, les cheveux relevés en un chignon souple, tenant une tasse sur laquelle était écrit « Joie ». Sa voix avait cette douceur tendue que seules les personnes qui aiment être passives-agressives peuvent perfectionner. Je sais que les fêtes sont difficiles, dit-elle, la voix tremblant juste assez pour susciter la sympathie, mais certaines personnes, lorsqu'on leur donne le succès, oublient qui elles sont. Elles oublient leur famille. Mais moi, je choisis la guérison. Je choisis la lumière. Je choisis le pardon. La légende, la famille d'abord. Concernant une sœur éloignée, je choisis la paix. Les commentaires affluaient, reste forte, Céline. Ta sœur a l'air toxique. C'est pourquoi les limites sont importantes. J'ai reçu un message de mon ancienne assistante. C'était une note vocale, enregistrée lors de la session de planification du gala Marin. Elle ne doit pas être mentionnée, disait quelqu'un. Nous ne voulons pas que la presse pose des questions, intervenait un autre. Gardez son nom hors du mur des donateurs. Même mon héritage était en sourdine. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait plus. Je me suis présenté. Ce soir-là, je suis arrivé 15 minutes avant l'ouverture des portes. Je ne me suis pas faufilé. J'ai marché la tête haute, vêtu d'une robe bordeaux profond qui tombait juste en dessous de mes chevilles. Pas de bijoux, pas de boucles d'oreilles remarquables. Je n'avais pas besoin d'accessoires. À la table d'accueil, j'ai souri à l'hôtesse et lui ai tendu une élégante clé USB noire. Pour le diaporama, dis-je. Donateur pour le leg. Elle l'a prise d'un signe de tête, l'a insérée dans l'ordinateur portable sans un second regard. À l'intérieur, la salle de bal scintillait, chemin de table doré, centre de table avec des poinsettias, serveur en cravate noire. J'ai repéré d'anciens professeurs, quelques investisseurs, la presse locale tous sirotant du champagne et attendant le début du programme. Je me tenais près du fond, les bras croisés. Lorsque l'écran s'est allumé et que la musique a commencé, la première diapositive était assez innocente, des photos des galas précédents. Puis est venue la vidéo. Elle commençait par un horodatage, puis le visage de mon père. J'ai signé ces formulaires. Odélie n'avait rien à voir avec le transfert d'actifs de l'organisation à but non lucratif. C'était moi. Je l'ai pressée de se taire. Elle ne voulait rien de tout ça. Il regarda hors champ, mal à l'aise. Ensuite, un document notarié est apparu à l'écran, me confirmant, moi, comme la fondatrice originale, l'unique propriétaire légal et la principale donatrice de l'organisation. Puis les reçus, virement bancaire du compte de l'organisation à but non lucratif vers une entité au nom de Céline, vol facturé sur la carte de crédit de l'œuvre caritative, une facture de salon de coiffure de près de 4000 $ répertoriée sous « retraite de bien-être mental ». La pièce devint silencieuse. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Je l'entendis heurter le marbre. Céline eut un hoquet. « Éteignez ça » hurla-t-elle, mais il était trop tard. Elle se jeta sur l'ordinateur portable. Une femme de l'équipe événementielle la retint. Ma mère trébucha, sa main vola à sa poitrine, puis elle s'évanouit, là, au milieu du gala familial Marin. Une voix dans la foule cria « Est-ce vrai ?» Je m'avançai. Je n'ai jamais eu besoin d'applaudissements, dis-je, gardant ma voix égale. Je ne serai juste plus effacé. Personne ne bougea. Je me suis retourné, mes talons résonnant sur le sol de la salle de bal, passant devant une rangée de visages stupéfaits, devant les caméras, devant les chuchotements. Et puis je l'ai vu, mon ancien fiancé. Il se tenait au coin du bar, les mains dans les poches, le visage indéchiffrable. Alors que je passais, il appela, juste assez fort, « Odélie, pouvons-nous parler ?» Je m'arrêtai juste devant les portes du gala, le vent attrapant l'ourlet de ma robe. Sa voix avait ouvert une brèche, mais pas de la manière qu'il aurait pu espérer. Il fit un pas lent en avant, hésitant.
La lueur du lustre se refléta dans ses yeux. « J'avais peur de ta lumière, dit-il, la voix basse, de ce qu'elle me montrait de mes ombres. » Pendant une longue inspiration, je ne dis pas un mot. Je le regardais juste, cet homme qui m'avait autrefois qualifié de « trop intense, trop concentrée, trop silencieuse » pour la vie qu'il voulait. Et puis j'ai hoché la tête. « Je te souhaite la guérison, dis-je d'un ton égal, mais je ne suis pas ton centre de désintoxication. » Il ne répondit pas, resta juste là, les mains dans les poches, comme s'il ne savait toujours pas quoi en faire. Je suis parti, cette fois complètement. Pas de regard en arrière, pas d'espoir attendant dans ma poitrine que quelqu'un me poursuive. Ce chapitre, comme tant d'autres ce soir-là, était clos. Quand je suis rentré chez moi, j'ai jeté ma pochette sur le comptoir et j'ai enlevé mes talons, les laissant tomber doucement sur le sol. Dans le silence qui suivit, j'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti une seule serviette pliée. Elle venait du gala, gaufrée d'une bordure en feuilles d'or, exactement comme celle qu'ils avaient toujours utilisée. Seulement cette fois, là où mon nom était habituellement imprimé à côté de celui de Soline sur les cartons de table, c'était vierge. Je l'ai aplati sur le comptoir de la cuisine. Drôle, ai-je murmuré. Il a fallu que l'on retire mon nom pour que je me l'approprie enfin. Je n'ai pas allumé de bougie. Je n'ai pas mis de musique. Je suis juste restée assise là avec la serviette devant moi, comme une étrange offrande de paix. De la part de qui, je n'étais pas sûr. Vers 10 heures, j'ai entendu le léger glissement sous ma porte. Je me suis levé et me suis approché. Une autre enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de fioriture, mais j'ai reconnu l'écriture instantanément. C'était celle de mon père, nette, précise aux angles, comme s'il essayait encore de contrôler l'espace autour de chaque lettre. À l'intérieur se trouvait une courte note, pas d'excuses, pas de chaleur, juste une simple déclaration. J'ai soumis les documents de démission au conseil d'administration de la fondation, avec effet immédiat. Droit de vote, 51%, et autorité exécutive transférée à Odélie Marin conformément à la charte originale. Une copie notariée était jointe. Je suis resté là un moment, le papier tremblant dans mes mains, mais je n'ai pas pleuré ni de soulagement, ni de regret. Ce n'était pas la justice, dis-je à voix haute en rangeant les documents dans mon tiroir. C'était juste de la reconnaissance. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Le lendemain, j'ai déjeuné avec mon ancienne assistante dans un petit café niché entre une librairie et un salon de coiffure. Elle avait amené quelqu'un de nouveau, une stagiaire qu'elle encadrait. La fille me rappelait moi-même à 20 ans, des yeux écarquillés, des mains rapides, l'espoir maintenu par l'ambition. Au milieu de notre café, elle m'a demandé « Regrettez-vous parfois de ne pas vous être exprimé plus tôt ?» J'ai remué ma cuillère en cercle lent. J'avais l'habitude de penser que garder le silence faisait de moi la personne la plus mature, dis-je doucement. Maintenant, je sais que le silence n'est un pouvoir que lorsqu'on le choisit. J'avais passé des années à me dévouer aux autres, craignant de revendiquer ma place, craignant d'être qualifié de difficile, de dramatique, d'ingrate. Cette peur m'avait coûté cher. Mais plus maintenant. Le soir venu, j'étais de retour à mon bureau, entouré de boîtes de vieilles propositions, de nouveaux projets de mission et de documents d'organisation à but non lucratif attendant de renaître, cette fois sans autre modification que les miennes. Ma nouvelle fondation ne portait pas le nom de Marin. Elle portait le mien. Pas de crédit caché, pas de signature fantôme, juste un nom, Odélie. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre, laissant le froid de décembre serpenter dans la pièce. Des flocons de neige effleuraient le rebord. Des lumières de Noël clignotaient sur le porche d'un voisin. Je suis resté là un moment, les bras croisés, le cœur tranquille. Mon nom ne sera plus effacé, ai-je murmuré, ni des papiers, ni des pièces, ni de moi-même. Le froid est entré, mais je ne l'ai pas repoussé. J'étais toujours debout. Cette fois, je suis resté.